Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 3 octobre. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Dans l'actualité aujourd'hui, les municipales 2014 et on parle de politique et aussi de santé. Une journée de sensibilisation au sevrage tabagique à l'hôpital Larrey. Et on se tournera vers les étudiants avec deux initiatives faites pour leur faciliter la vie. Marie, les municipales 2014, c'est le 23 mars et le 30 mars prochain. Et c'est au tour des communistes de se lancer dans la course à la mairie de Toulouse depuis aujourd'hui. Et pendant 3 jours, les militants vont désigner leur tête de liste. Pierre Lacaze, secrétaire départemental du PCF, est pressenti. Il s'exprime sur un éventuel éclatement du front de gauche à Toulouse. On l'écoute au micro d'Alain Sorat. Le parti de gauche n'a pas les moyens de sa politique et d'ailleurs est assez isolé à Toulouse autour de Jean-Christophe Célin qui mène une campagne très individuelle puisqu'il n'y a pas eu de décision du Front de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est une des composantes du Front de gauche. On est 8 composantes dedans. Le Parti communiste français étant la plus importante en nombre d'adhérents, en nombre d'élus, en influence électorale. Le Parti communiste français, c'est 8 à 10% du corps électoral de ce pays sur diverses élections, notamment les élections locales. Donc je crois qu'il faut écouter le Parti communiste français quand on est un partenaire du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon a choisi une autre stratégie, il prolonge une campagne présidentielle. Bien sûr, il y a du mécontentement sur la politique nationale, mais c'est sur le projet local, le projet communal qu'il faut que les électeurs se prononcent. Et beaucoup d'électeurs vont se prononcer sur est-ce que les gens sont rassemblés, quels sont les hommes et les femmes qui composent les équipes, et pourquoi faire, pour quel projet culturel, pour quel projet éducatif, pour quel projet de transport ou de logement. C'est ces questions-là que nos concitoyens vont devoir trancher en mars 2014. Ce n'est ni les législatives ni la présidentielle. La seule force politique à avoir déposé un projet, 16 pages, que nous avons envoyé à toutes les forces politiques de gauche de Toulouse, à l'ensemble des élus de la majorité actuelle de la ville de Toulouse, et que nous avons remis aussi à un certain nombre d'organisations syndicales, d'associations, de personnalités culturelles ou universitaires de la ville de Toulouse. Et ce document, ces propositions des communistes que nous discutons avec les citoyens. Toujours en politique, on passe à la petite phrase de la discorde. Je cite, « Le retour aux vieilles méthodes de la droite serait une catastrophe pour Toulouse ». Qui a dit ça, Marie ? Eh bien, c'est Pierre Cohen sur son site de campagne. Il l'a écrite il y a une semaine, selon les socialistes. Elle a été reprise cette semaine par le site toulouse7.com. Alors, s'agit-il d'une attaque frontale du maire envers la droite toulousaine et Jean-Luc Moudenc? Pierre Cohen a décidé de ne faire aucune déclaration publique sur sa prochaine candidature avant le 10 octobre, date à laquelle il sera investi par son parti. On écoute donc la réponse de Joël Carreras, recueillie par Pascal Solaire et Alain Sorat. Il n'y a pas de tonitruance ni d'attaque frontale, c'est simplement un constat. Le constat de la façon dont M. Moudenc s'est opposé pendant 6 ans. Le constat qu'en 2008, c'était le candidat d'un passif qui a été sanctionné. Et qu'en 2014, c'est le candidat d'un passé, tout simplement. Donc une catastrophe, oui, nous avons hérité de situations assez catastrophiques en 2008. Lesquelles, par exemple? Le SNTC, par exemple, le syndicat des transports, qui est en situation financière catastrophique. Donc voilà, et aujourd'hui on a un réseau qui se développe, on a la fréquentation qui augmente. Ben, c'est un bilan de Pierre Cohen. La LGV, c'est M. Moudenc ou c'est M. Cohen? 175 écoles sur 200 rénovées, c'est M. Moudenc ou c'est M. Cohen? Et je pourrais continuer la liste. Donc aujourd'hui, Toulouse est en plein élan, il ne s'agit pas d'interrompre l'élan en pleine course. Alors, politique toujours, Jean-Marc, que se passe-t-il du côté de l'UMP? Oui, à l'UMP, ce sera mardi 8 octobre prochain. Elisabeth Pouchelon, la conseillère régionale, parlera du dispositif du soutien scolaire mis en place par le parti politique de Jean-Luc Moudenc. Air France, ça va mal, Marie? Mais on en sait un peu plus sur les projets de restructuration d'Air France. Il y a 15 jours, la compagnie a annoncé la suppression de 2800 postes d'ici 2014. À Toulouse, 90 postes seraient menacés selon la CGT. Des chiffres non confirmés par la direction. Un comité central d'entreprise doit se tenir demain, vendredi. Est-ce que vous fumez, Jean-Marc? J'ai fumé longtemps, mais j'ai arrêté depuis 13 ans. Et vous savez, quand on arrête de fumer, on a meilleure haleine, Marie. Eh bien, c'est très bien, ne vous laissez plus enfumer. C'est l'alerte donnée par l'unité de coordination d'aide au sevrage tabagique de l'hôpital Larrey. La journée Larrey Tabac, organisée aujourd'hui par l'établissement, mise sur la prévention et l'information. Le tabac est à l'origine de 73 000 décès par an en France, soit un décès sur 9, dont 59 000 hommes. Sophie Voinis et Alain Sorat ont rencontré Rosemarie Rouquet, pneumologue et tabacologue. Première question, qui fume le plus en France?
Alors, les populations qui sont les plus concernées, ce sont les jeunes, ça reste les jeunes, les femmes en particulier dans les tranches 40-60 ans et les précaires. Quels sont les dégâts imputables sur la santé dus au tabagisme? Alors, il y a 3 grandes causes de mortalité classiques qui sont les cancers, au premier rang desquels le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires où la réversibilité du risque est excessivement rapide dès lors qu'on arrête de fumer, et une maladie méconnue qui est la BPCO ou la bronchite chronique obstructive qui deviendra dans moins de 10 ans la 3e cause de mortalité par maladie dans le monde. À partir de quelle consommation est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il n'y a pas de petit risque. Dès une cigarette par jour, on a un risque. Bien sûr, le risque se majore avec le nombre, mais par exemple en matière de cancer bronchique, on sait que ce qui est le plus important, c'est la durée du tabagisme. D'où l'importance d'arrêter dès qu'on a commencé le plus tôt possible. Alors justement, il existe aujourd'hui un certain nombre de méthodes. Quelles sont-elles et quelles sont celles qui marchent? Alors il y a des médicaments qui aident incontestablement à arrêter et qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est tout ce qui concerne la substitution nicotinique, patch et forme orale qu'il vaut mieux associer et surtout donner les bonnes doses. Ensuite, il y a le bupropion qui est peu utilisé, qui est le Ziban, et la varinicline, le Champix, qui est un médicament qui s'avère très efficace. Toutes ces méthodes doivent être accompagnées d'une prise Absolument. en charge psychologique, c'est ça, c'est important. Donc ensuite, une technique non médicamenteuse, qui sont les thérapies cognitives et comportementales qu'on associe aux précédents traitements et qui sont très très utiles pour gérer la dépendance comportementale et psychologique. On a des résultats, on a du recul, ça marche vraiment ces méthodes? On peut arrêter de fumer comme ça? Ça marche, beaucoup de gens arrêtent tout seuls, mais les gens qui ont des difficultés ont intérêt d'une part à se faire accompagner et d'autre part à utiliser des techniques d'aide sur le long terme. Alors, autre aspect de cette journée, vous animez aujourd'hui une conférence, la pub sur le tabac, vous en fumez. La pub sur le tabac, c'est interdit, non? Théoriquement oui, elle est interdite depuis la loi Veil, mais on s'aperçoit que la pub existe sous forme déguisée dans les magazines, notamment les magazines de mode, où sans faire une publicité d'une marque, les mannequins qui présentent un parfum ont une cigarette à la bouche, des acteurs se prêtent et sont payés pour fumer dans des magazines, poser dans des magazines, et surtout le cinéma, et le cinéma français en particulier, est un outil d'exposition au tabac. Vous me parliez aussi de publicité à destination des jeunes. Oui. Alors, les cigarettes bonbons. Voilà, les cigarettes bonbons qui ont été interdites, mais qui étaient destinées aux tout jeunes, les 11-13 ans, qui étaient des cigarettes goût Frestagada et goût chocolat, mais c'est du tabac. Et ce type de cigarette induit chez ces populations très jeunes une dépendance en 15 jours. Donc elles sont interdites, mais ailleurs, elles sont disponibles. Alors il y a un autre élément qui est apparu il y a quelques années, c'est la cigarette électronique. On la voit partout, de plus en plus, dans les lieux publics. A priori, elle est moins nocive que la cigarette elle-même. Pour autant, l'association des consommateurs dénonce sa nocivité. Est-ce que c'est nocif de fumer une cigarette électronique? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la cigarette électronique est infiniment moins toxique que le tabac d'une cigarette normale. La nocivité, sur le long terme, on ne la connaît pas. Ceci dit, c'est un produit qui contient notamment du propylène glycol, des arômes qui sont légèrement chauffés, il n'y a pas de combustion, et qui contiennent ou pas de la nicotine. Ma position, c'est qu'un fumeur qui a tout testé, qui souhaite ardemment arrêter et qui va utiliser la cigarette électronique pour arrêter de fumer, je l'encourage, je l'aide. Le grand danger que je vois, c'est dans la généralisation et la banalisation de la cigarette électronique. C'est une possible porte d'entrée dans le tabagisme chez les jeunes qui vont utiliser la cigarette électronique, qui risquent de devenir dépendants à la nicotine et de recourir ultérieurement au vrai tabac. Donc vapoter peut être dangereux. Vapoter peut être dangereux dans cette optique-là. Ensuite, je crois qu'il faut cadrer, interdire dans les lieux publics, l'interdire aux jeunes. Voilà. Donc on en est là du débat.
Oui, on l'a vu, une population qui fume en priorité, c'est les étudiants évidemment. Un endroit où ils ne pourront pas fumer, c'est dans l'épicerie Le Mini M, Marie. Alors l'épicerie Le Mini M, c'est l'épicerie qui a été ouverte le mois dernier par le Crous de Toulouse sur le campus de l'université Paul Sabatier, une première en France. L'épicerie propose des produits du quotidien à des prix relativement bas. Elle ne dégage aucun bénéfice et ça marche, comme nous le montre Maxime Van Oudendik. 16,06 €, s'il vous plaît. Plus besoin de prendre le métro ou de marcher 20 minutes. Dorénavant, les 5000 étudiants du campus de l'université Paul Sabatier peuvent faire leurs courses au pied de leur résidence. Mais la petite surface d'une centaine de mètres carrés a du mal à faire face à l'affluence. Après livraison, certains étals sont vidés dès la fin de journée. C'est un petit peu dû au succès, c'est-à-dire que normalement on devrait avoir 50 étudiants par jour, mais qu'au jour d'aujourd'hui on en a 250. Donc automatiquement, le temps qu'on se mette en place pour les livraisons et ainsi de suite, ça prend un peu de temps vu qu'on est les premiers et qu'on ne connaît pas du tout le cheminement un petit peu du boulot. Donc maintenant on essaye de s'améliorer et d'aller de mieux en mieux pour que les étudiants aient tout le temps des produits à disposition. Il faut dire que par souci d'économie, l'épicerie ne possède pas de stock. Elle fonctionne en flux tendu à raison de 2 livraisons par semaine. Première victime du succès, les produits frais. Le Crous réfléchit déjà aux solutions. Je pense qu'en termes d'amélioration, on peut imaginer donc au niveau des fruits et légumes vraiment de se porter sur donc des circuits courts de distribution. Au départ, donc on fait appel donc à un prestataire qui nous livre des fruits et légumes, mais désormais on va essayer d'imaginer au niveau des fruits et légumes qu'il y ait donc des circuits courts se mettre en œuvre, donc avec des producteurs locaux. Le Crous prépare une autre expérimentation. Une épicerie en ligne devrait voir le jour pour les étudiants de la résidence Daniel Fauché, mise en service prévue au mois de novembre. Et quand on est étudiant, Jean-Marc, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. Alors le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, propose du soutien pour gérer son budget, mode d'emploi avec Christelle Daou. Chaque mois, les dépenses sont nombreuses. Entre le loyer, les assurances, l'alimentation, la santé, le budget est difficile à prévoir. Pour aider les jeunes dans leur gestion budgétaire, l'association Finance et Pédagogie organise des ateliers collectifs pour parler argent. Elle intervient dans les collèges et les lycées, mais aussi auprès des étudiants. Alors, des conseils, c'est déjà d'ouvrir ces courriers au niveau des extraits de compte que vous recevez tous les mois. On s'aperçoit déjà qu'il y en a hélas plus de 30% de gens qui n'ouvrent jamais, donc qui ne connaissent pas du tout en fait les différentes opérations de vos comptes. Voir un petit peu l'impact en fait par exemple de ce que coûte aujourd'hui une location classique par rapport à une colocation pour véritablement essayer d'avoir un budget beaucoup plus cohérent et plus serein, quoi. Les notions d'astuces qu'on peut essayer d'amener sur le quotidien avec des livrets de compte, avec différents jeux qu'on essaie de mettre en place, de la pédagogie apporte obligatoirement quelque chose. On a créé ce qu'on appelle un calendrier budgétaire. Et ce calendrier budgétaire, il est censé reprendre l'intégralité de toutes les dépenses que vous avez sur un mois. Ces animations collectives permettent d'aiguiller les jeunes afin d'adopter les bons réflexes et ne pas se faire surprendre à la fin du mois. La plus grosse des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on veut aussi profiter de la vie, ce qui est tout à fait cohérent. Et bon, la petite anecdote, c'est souvent le jeudi soir, les étudiants commencent à sortir. Ils se rappellent très facilement de leur code confidentiel le jeudi soir. Par contre, à partir d'une certaine heure, ils ont toujours des difficultés pour connaître leur solde. Donc de temps en temps, on a des comptes qui dérapent bien évidemment à ce niveau-là. L'objectif en fait des animations qu'on va être amené à faire, c'est peut-être essayer de voir si une autorisation de découvert ne pourrait pas essayer de colmater, on va dire, quelques brèches à ce niveau-là. Connaître et organiser ses dépenses, 2 éléments prioritaires pour maîtriser son argent. Alors en complément donc de ce sujet, il y a les dettes fixes et les dettes flexibles. Marie, les dettes flexibles, ce sont toutes les sorties, les boissons, le cinéma, le théâtre, que sais-je encore. Et c'est là que le bas blesse en général. Il faut donc toujours avoir du liquide sur soi, toujours une même somme par semaine. Admettons 25 €, vous ne dépensez pas plus ni moins, sinon ça entraîne de la frustration. Il faut aussi avoir la possibilité d'économiser 10 € par mois sur son propre budget. Sinon vous vivez dans la frustration et c'est toujours difficile parce que quand on est frustré, on craque à un moment ou à un autre, comme vous ce matin qui est allé acheter des chaussures. Et oui Jean-Marc. Alors 30 ans de débat et de réforme autour du droit de la communication audiovisuelle, cela valait bien d'un colloque organisé par l'université Toulousain Capitole. Marlène Canal. Premier point abordé ce matin lors du colloque sur le droit de la communication audiovisuelle, le CSA, ou Conseil supérieur de l'audiovisuel, car actualité oblige, le Sénat a adopté il y a quelques jours le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Principal changement, le gouvernement rend au CSA ses pouvoirs de nomination des présidents de France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Pour cet universitaire, le débat ne s'arrête pas là. La question de la régulation de l'audiovisuel pose d'autres questions. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué dans un exposé
parler quant au rapport entre le CSA qui régule l'audiovisuel et l'ARCEP qui régule ce qu'on appelait hier les télécommunications, c'est-à-dire la communication électronique, c'est-à-dire Internet, pose des problèmes, puisqu'il y a toute une série aujourd'hui de services, de programmes, notamment de diffusion de vidéos, etc., qui échappent totalement à la régulation. Lors de ces 2 journées de colloque, il sera également question du financement et du devenir du service public. Autre question et pas des moindres, le modèle économique peu viable des télévisions locales de France. Nombre de pays, j'évoquais tout à l'heure la Belgique ou les Pays-Bas, sont câblés à 98% et donc évidemment émettre sur le câble dès lors effectivement qu'il y a une pénétration réelle, c'est-à-dire que la totalité de la population est desservie, pose beaucoup moins de problèmes économiques. Ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux financiers que lorsqu'on émet en hertzien, ce qui est beaucoup plus cher. Et les autres éléments sont évidemment l'engagement quasi obligatoire des collectivités territoriales qui amènent des financements publics à des organismes qui sont soit des organismes du type de fondation, voire des organismes de nature privée. Pour dérouler 30 ans de débats et de réformes, rendez-vous à la Manufacture des Tabacs jusqu'à demain soir. Il y a du hand ce soir, ce sont les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Phoenix vont jouer contre Nantes. Nantes qui est 4e au championnat, les Phoenix sont 8e. Autant dire qu'ils sont attendus de pied ferme. Marie, on parle de photos pour finir. Et on termine avec de la photo Ma terre, ma famille. C'est la thématique proposée par le photoreporter Reza à des jeunes de la Rainerie, du Mirail et de Bellefontaine en mars dernier. Une 50aine d'apprentis photographes avaient participé à ces ateliers. Ils exposent désormais leurs meilleurs clichés à la médiathèque José Cabanis de Toulouse et à celle du Grand M à la Rainerie. Un reportage de Christelle Dao. Un regard neuf sur le monde, voilà ce que propose cette exposition Ma terre, ma famille. Des éléments qui ont inspiré les jeunes des quartiers Rainerie, Mirail et Bellefontaine, formés par le grand photographe Reza pendant 6 mois. C'était pas simplement juste pour faire des photos, c'était pour qu'ils arrivent à s'exprimer, pour qu'ils arrivent à montrer leur quartier, leur famille, leurs histoires à tous les gens qui sont un peu fermés par des slogans, par cette mauvaise compréhension de ce quartier. On peut tout représenter par la photo en fait. Et si c'est un projet à refaire, je le referai. Pendant 6 mois, on a appris la photo, on a fait des belles photos et ça a été un enrichissement. Une formation qui a suscité des passions chez certains jeunes. Aujourd'hui, 60 images d'un quotidien riche et inattendu sont visibles dans les 2 médiathèques toulousaines pour le plus grand bonheur de Reza. Je demandais tout le temps, qu'est-ce que vous avez envie de montrer, dire au monde? Vous savez ce qu'il disait? Il disait, vous savez, nous, on vit dans un paradis. Renouveler l'image parfois ternie des cités, pari réussi pour ce projet innovant. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez toute l'actualité locale demain avec François Guinle. Et oui, et un reportage aussi avec un invité de marque, Philippe Torreton, qui incarne en ce moment Jaurès pour un documentaire fiction qui passera sur France 5 en 2014, le centenaire de la mort de Jaurès. Ce sera un tournage à Villemur-sur-Tarn, Marie. Très bonne soirée à tous.